Vladimir Poutine affirme que la Russie n'est pas l'ennemi des États-Unis, mais son allié. Il souhaite attirer les entreprises américaines en Russie. Parce que son ennemi et son concurrent, c'est la Chine. Si Donald Trump, président des États-Unis, celui qui historiquement a désigné la Russie comme son ennemi, dit maintenant que c'est un allié, ils doivent l'arrêter à tout prix. Nous ferons tout ce qu'il faut. Ils ont déclenché la guerre en Ukraine, servant de prétexte pour que l'Union européenne rompe avec la Russie, avec les sanctions censées faire plier le pays. Ils nous ont tiré une balle dans le pied, puis ont détruit physiquement le Nord Stream. Il n'y a pas de tambour de guerre, mais plutôt des tambours de pauvreté. Je pense qu'il faut se réarmer en Espagne, mais pas comme ils le veulent. Un bouclier de missiles pour notre protection serait préférable. Est-ce que quelqu'un pense que la Russie va lancer un missile sur l'Espagne ? L'Espagne garde Ceuta et Melilla et a la capacité de réaliser un projet qui éclipserait le canal de Panama. Pedro Sanchez est surnommé le sans-papier à Bruxelles, non pas à cause de l'immigration, mais parce qu'il s'y rend les mains vides, sans aucun document. Ils ne préparent rien. Ils vont là-bas, prennent ce qu'on leur donne et ce qu'on leur dit. C'est justement le problème de l'Espagne que nous exposons. Son système n'est pas sélectif, manque de séparation des pouvoirs, de contrôle et a des dépenses démesurées. Et donc la fonction de l'État est dirigée vers des intérêts contraires à ceux de la nation. Très bonjour à tous messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, notre invité spécial est Ruben Gisbert, que beaucoup connaissent. Faites une petite introduction pour ceux qui ne te connaissent pas. Et nous commençons avec une émission que j'ai vraiment très envie de faire à cause de toute la situation géopolitique que vit actuellement l'Europe. Merci Jota de m'avoir invité à ton nouveau projet auquel je souhaite le plus grand succès. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat et j'ai passé jusqu'à mes 34 ans, que j'ai depuis mes 18 ans, à étudier et à me former en politique pour essayer d'améliorer la situation politique dans notre pays. C'est un sujet dont j'aimerais discuter en détail avec toi, concernant le système partitocratique. Je suis d'accord avec beaucoup de tes opinions sur ce système corrompu. Mais vraiment, en ce moment, avec la situation que nous vivons en Europe en général, et avec l'aura belliciste que prend l'Union européenne, j'aimerais te demander en ce moment, quel est ton objectif principal avec la manifestation que tu as organisée hier ? Au moment d'essayer de freiner cette dérive vers la guerre, qui ne nous concerne ni ne nous convient ? En fait, je parle de notre situation actuelle depuis un certain temps, déjà. Trump s'est rendu compte que la Chine, depuis l'année 2010 jusqu'à 2022, 2023 et 2024, a monopolisé l'espace géopolitique. Commercialement, les États-Unis ont perdu leur hégémonie. Les cartes de l'influence commerciale, en particulier pour les exportations, montrent la position prépondérante et indiscutable des États-Unis dans le monde, jusqu'à l'année 2010. La Chine commence à inverser cette tendance. La France dépense environ 280 000 en défense, ce qui est nettement moins que les États-Unis. Millions de dollars en défense, alors que les États-Unis dépensent 860 000. Alors, Donald Trump se rend compte que vraiment, le paradigme qui se construit après la Seconde Guerre mondiale fonctionne pendant l'époque de la guerre froide, dans un monde divisé en deux blocs. Par la suite, lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'effondre, ce paradigme se maintient et il est économiquement positif pour les États-Unis, car les 5 plus grandes entreprises d'armement du monde, Martin, Boeing, General Dynamics, Grumman, se trouvent aux États-Unis. C'est une composante essentielle de la création de richesses du produit intérieur brut américain. Vous réalisez qu'en réalité, pour dominer le 21e siècle et le commerce, il ne s'agit pas de dépenser énormément dans la défense. Il s'agit de maîtriser les matières premières, de maîtriser les ressources énergétiques et de savoir positionner son produit sur le marché mieux que les autres. C'est pour cela qu'il insiste sur les droits de douane, sur les déséquilibres. Tu dois m'acheter autant que je t'achète, etc. Alors, s'est-il rendu compte que l'OTAN est un fardeau pour les États-Unis à cet égard pour concurrencer la Chine ? L'OTAN a été un très bon instrument pour que les États-Unis contrôlent et dominent le monde. Donc nous avons toujours compris que c'était le contrôle et la domination par la force. L'hégémonie de la violence, exactement, le contrôle par la capacité de coercition de la violence. Mais la Chine ne fonctionne pas ainsi, elle n'a jamais fonctionné ainsi, et cela lui réussit, cela lui a bien réussi. Et Donald Trump a voulu et veut changer cela. Alors, pour éviter une grande crise dans cette reconversion que Donald Trump veut opérer, il a besoin que nous, les Européens, assumions ce que les États-Unis
font jusqu'à présent en termes de coûts. Autrement dit, c'est 400 milliards de dollars que l'OTAN ne recevra plus des États-Unis, voire davantage. Les Européens doivent les prendre en charge. En même temps que nos entreprises doivent être délocalisées et transférées aux États-Unis, en même temps que nous devons commencer à acheter du gaz et du pétrole aux États-Unis. D'ailleurs, ceux d'entre nous qui avertissaient que toute l'affaire du Nord Stream, etc., venait finalement du fait que les États-Unis finiraient par acheter le Nord Stream. Et demain, nous achèterons du gaz et du pétrole à la Russie, mais en payant une redevance aux États-Unis, car ce sera le propriétaire de l'infrastructure qui nous fournira le gaz et le pétrole russe, ce qui est pour le moins. Comique. Une seconde. Nous sommes deux personnes qui comprenons le sujet. J'aimerais que les gens comprennent le Nord Stream. Revenons un peu aux origines de cette conversation. La Russie et l'Ukraine, ce conflit. Tu étais dans le Donbass, c'est là que je t'ai connu. Dans les médias, on présente Poutine et la Russie comme l'Allemagne nazie et Poutine comme Hitler. C'est ce que j'explique actuellement, principalement pour justifier une hausse injustifiée du budget de la défense. C'est aussi simple. Actuellement, il n'y en a pas. En d'autres termes, les pays investissent massivement dans la défense quand ils doivent assurer leur sécurité et se sentent menacés. La Russie peut représenter une menace pour la Lituanie et la Finlande, mais pas pour l'Europe dans son ensemble. Mais même pas cela, car le paradigme que Vladimir Poutine met en fait sur la table en Russie. Pour récupérer un pays qui est totalement défenestré, endetté, dans une situation de décomposition, une très grande crise. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Vladimir Poutine a fait ce que Donald Trump veut faire maintenant. Démanteler les sous-marins nucléaires, la flotte et toutes les dépenses basées sur un monde bipolaire. Et il commence à exporter surtout des matières premières et à attirer le marché européen vers ce qu'il peut offrir, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. C'est ainsi que Vladimir Poutine réduit la dette de 98% à 12%. Ce qui est vraiment incroyable, c'est un pays qui n'a pas de dette. Il diminue fortement la pauvreté. Et bon, malgré le fait que ce soit un régime où il n'y a pas, disons... Démocratie, non. Ni là-bas, ni ici, il n'y a pas de démocratie. Oui, qui atteint des objectifs pour stabiliser l'économie du pays actuellement. Tout cela en tenant compte que c'est La Russie que Vladimir Poutine prend et dans laquelle il se trouve actuellement. Oui. Après plusieurs ? Évidemment. La Russie d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la Russie. En 2000, c'était totalement différent. Quand je suis allé en Ukraine pendant la guerre, je suis passé et entré par la Russie. J'ai été fasciné. Parce que, bien sûr, ici, nous avons une idée de la Russie très basée sur la propagande, sur le soviétique, et cela n'a absolument rien à voir. En fait, Vladimir Poutine est un nationaliste russe conservateur. Il est catholique orthodoxe. Il s'est basé sur une philosophie qu'il a adoptée d'un philosophe, Alexandre Douguine. Ils ont tué sa fille, d'ailleurs, dans un attentat. Voulait-il le tuer, lui ? Et c'est un conservateur, que cherche-t-il ? Avant tout, c'est établir, à travers le nationalisme russe de la Fédération de Russie, qui est un multiethnique, une politique basée sur l'ouverture commerciale de la Russie. Cela venait du fait que ce n'est pas une menace pour la Russie, dans le sens où la Russie ne va pas s'emparer d'un champ de céréales. Quand est-ce que la contrepartie arrive ? Ce que la Russie perdrait en envahissant peut-être la Pologne, ou en envahissant la Lituanie, ou ce qu'on nous raconte, c'est une quantité de contrats de plusieurs milliards avec tous ces pays, principalement avec les États-Unis. Si nous avons une relation d'affaires mutuellement bénéfique avec nos entreprises respectives, il serait illogique que je tente de nuire à la tienne. Cela a du sens dans l'ancien ordre, où la domination territoriale et l'exploitation, principalement à travers la terre, prévalaient. Autrefois, l'agriculture et d'autres pratiques avaient du sens, mais plus maintenant. De plus, la Russie est l'un des plus grands détenteurs et exportateurs mondiaux de ressources naturelles. Elle possède des terres et des métaux rares, donc elle n'en a pas besoin. Ce que la Russie veut, c'est ce que les États-Unis ont essayé à cette époque, c'est-à-dire isoler, c'est commercer. C'est une politique très inspirée de celle de Pierre le Grand. Il conclut donc un accord avec l'Allemagne pour Nord Stream 1 et 2. Bien sûr, les États-Unis ont toujours eu cette obsession, et c'est pourquoi ils font exploser l'Ukraine. Les États-Unis ne peuvent jamais permettre une union économique entre l'Allemagne et la Russie, c'est pourquoi ils cherchent à les éliminer. Cela ferait s'effondrer l'hégémonie politique des États-Unis dans les années 90, 2000 et 2010. Revenons à l'origine du conflit en Ukraine. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce qui s'y passe.
Ils croient que un jour Poutine s'est levé et a décidé d'envahir l'Ukraine sans raison. Comme ça, hop, je veux ce territoire pour moi. J'ai eu des conversations avec certaines personnes, ça, même dans ma propre famille. Et je n'essaie pas de prendre parti d'un côté ou de l'autre. J'essaie d'analyser les choses de la manière la plus objective possible. Et il y a des personnes communistes qui continuent de croire que le conflit en Ukraine est un conflit uniquement dû à l'expansionnisme et à l'impérialisme russe. Comment expliquerais-tu à une personne qui croit à la propagande occidentale de l'OTAN? Je vais donner un exemple que tout le monde va comprendre. Imaginons que dans ce régime que nous avons en Espagne, le contrat social de 78 mène à la décomposition de la nation par une attaque constante contre celle-ci. Finalement, même si ce serait une l'inadaptation historique très importante rendrait impossible la création d'une nation en tant que telle. Mais la Catalogne obtient son indépendance. Par la corruption, elle obtient son indépendance. Nous réussissons à faire tomber le régime de 1968 en Espagne, entraînant l'arrivée d'un nouveau système politique. Mais la Catalogne est déjà indépendante. Soudainement, il apparaît que de nombreux Catalans souhaitent à nouveau faire partie de l'Espagne, maintenant que la situation a évolué. Et alors, on organise des élections en Catalogne, qui serait déjà un pays indépendant, et un gouvernement favorable ou pro-retour en Espagne est élu. Très bien. Que se passerait-il si tout à coup, il commence à y avoir des manifestations en Catalogne? Violentes, ces manifestations commencent à apparaître. Ceux qui manifestent contre ce gouvernement qui veut rétablir les relations avec l'Espagne. Les manifestants commencent à occuper et contrôler des bâtiments sur la place Saint-Jaume, par exemple. Des tireurs d'élite postés dans des bâtiments ouvrent le feu sur les manifestants, faisant une centaine de morts. Et cela fait que le gouvernement de Catalogne, pourtant favorable à de bonnes relations avec l'Espagne, tombe et qu'une guerre civile éclate. Par exemple, entre les deux moitiés de la Catalogne, l'une voulant l'indépendance et l'autre non. C'est littéralement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, à une exception près, avec une très grande différence. De la même manière que l'Ukraine n'a jamais été un pays indépendant, jusqu'à il y a 30 ans. En fait, l'Ukraine est la fondatrice de ce qui est aujourd'hui la Russie. Kiev était la capitale de la Russie, la Russe de Kiev, exactement. Et le duché lituano-polonais menait une guerre brutale contre les Ukrainiens, qui furent les fondateurs de ce qui deviendrait plus tard le duché de Moscou. C'est-à-dire, est-ce que l'Ukraine est existentielle pour la Russie? Elle fonde le double patriarcat de l'Église orthodoxe sur les plans religieux, culturels et politiques, jetant ainsi les bases de la Russie actuelle. Mais pendant l'Union soviétique, pendant la Révolution russe, cela a été compartimenté parce que la Russie a une réalité multiethnique. Cela a été compartimenté et fait de la manière, la plus efficace pour l'Union soviétique. Alors, la région de l'Ukraine est devenue un oblast comme une autonomie, ce que nous comprendrions en Espagne comme une autonomie. Voilà donc. Khrouchtchev, par exemple, originaire de là-bas, dans les années 50, a offert la Crimée à l'Ukraine, bien qu'elle n'en ait jamais fait partie. Ce fut un cadeau. C'est pourquoi, en 2014, quand cela s'est produit, ce que j'ai raconté dans ce cas hypothétique de la Catalogne. Ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a un gouvernement, celui de Yanukovych, qui est un collaborateur. C'est comme la situation actuelle en Biélorussie avec Loukachenko, qui entretient de très bonnes relations avec la Russie. Et soudain, une révolution éclate. Une révolution qui s'inscrit dans la lignée de ce que Barack Obama et Hillary Clinton ont déjà mis en place. Avec les printemps arabes, par exemple, la révolution des tulipes, la révolution de velours, la révolution du jasmin en Tunisie. Tout ce que ces gens ont mis en place dans le but de déstabiliser les pays où ils n'avaient pas de zone d'influence afin d'y imposer la leur. Rappelons-nous le lynchage de Kadhafi, la guerre en Syrie. Regarde maintenant où en est la situation, etc. C'est là. Et ils ont aussi eu l'idée de faire la même chose en Ukraine, quelque chose qu'ils savaient déjà que cela mènerait à la guerre civile en Ukraine. Parce qu'il existe un câble datant de 2008. William J. Barnes, qui était ambassadeur des États-Unis en Russie, leur dit littéralement de proposer l'inclusion de l'OTAN en Ukraine. C'est la guerre civile en Ukraine, plus avec la Russie, c'est la guerre civile en Ukraine. Parce qu'ils se sentent russes, les gens du Donbass sont russes. Ils se sentent russes, ils parlent russe. Et religieusement, ils font partie du patriarcat de Moscou. Alors, ils n'accepteront jamais qu'une structure politique étrangère, conçue précisément pour combattre, pour affaiblir la Russie, fasse partie de leur pays. Ils ne le permettront jamais, jamais. C'est pourquoi, lorsque le Maïdan a lieu, la guerre civile éclate.
Le Maïdan, c'est en 2014. Le Maïdan, c'est en 2014. C'est la révolution du Maïdan. Qu'il y a 100 morts sur la place du Maïdan, etc. Et alors, les régions du Donbass, Louhansk, Donetsk, toute la zone et de l'Ukraine, toute la zone russophone. C'est vrai, on parle russe là-bas, et à Odessa, ce sont des régions russophones, mais toute l'Ukraine n'est pas russe. Depuis 2014, le nationalisme ukrainien a grandement imposé l'usage de l'ukrainien. Mais on parle russe, Zelensky parlait russe lors de ses premières apparitions. Mais la région de l'Est entière déclare son indépendance. Il refuse de participer à ce nouveau gouvernement issu d'un coup d'État qui va à l'encontre des intérêts nationaux. Une question. Ruben, cette question est très importante. Penses-tu que cela se passe de manière authentique? Le nationalisme ukrainien aurait-il osé faire cela s'il n'y avait pas d'agent de renseignement? Cela a déjà été approuvé et même mentionné par l'actuel secrétaire à la santé des États-Unis, Robert Kennedy. Bien que cela concerne les étrangers. Il y a 5 milliards de dollars de United States Agency for International Development détournés. Par l'intermédiaire de Victoria Nuland, il y a une conversation enregistrée que tout le monde peut écouter, de Victoria Nuland, qui était alors secrétaire d'État. Avec Obama qui révèle depuis l'Ukraine, elle s'y rend pour définir comment soutenir et financer les insurgés, mais aussi nommer le nouveau gouvernement. Et donc elle parle avec son homologue aux États-Unis et lui dit « Bon, cela ne va-t-il pas être très bon pour les Européens ?» Et Victoria Nunes répond « Eh bien que les Européens aillent se faire foutre, nous allons faire ce que nous voulons. » Alors, comme je le disais, cette indépendance des régions de l'Est de l'Ukraine est-elle déjà en place? Et ils demandent à rejoindre la Fédération de Russie, ils demandent à rejoindre la Russie, et alors c'est Vladimir Poutine qui leur dit « Non, non, je ne vous accepte pas dans la Fédération. » Autrement dit, si la Russie cherche réellement à s'étendre, à s'agrandir et à acquérir du territoire comme on l'entend souvent, pourquoi Poutine a-t-il refusé? Très simple, parce que si Vladimir Poutine disait oui, cela impliquerait que les zones les plus pro-russes d'Ukraine rejoignent la Fédération, laissant le reste avec une majorité qui ne permettra jamais qu'il y ait un gouvernement totalement pro-russe en Ukraine. C'est-à-dire, il était intéressé à cela, en plus de maintenir la cohésion territoriale en Ukraine. Il savait que cela mènerait inévitablement à une guerre avec l'Ukraine, ce qui s'est finalement produit. Cela pouvait aussi impliquer que si la Russie acceptait ces zones au sein de sa fédération, elle serait immédiatement en guerre avec l'Ukraine. Oui, effectivement, tout à fait. Alors vous leur dites non, mais voilà qu'arrive octobre 2021. Selon le général Austin du Pentagone, pour la première fois, et à la surprise générale, l'Ukraine sera intégrée à l'OTAN. Bien sûr, on connaît un peu le sujet. Déjà en décembre, sur ma chaîne, je disais que si ça continuait comme ça, on allait vers un confinement. La Russie va envahir l'Ukraine. Non, que c'est exagéré, etc. Bon, mais moi je ne le dis pas d'un point de vue ni contre la Russie. Ni pour, non, tu vois, c'est que c'est inacceptable. Je sais, comme ils disent, que c'est existentiel. Parce que si cela arrivait, si l'Ukraine, c'est le même cas que j'ai évoqué avec la Catalogne, si la Catalogne, par exemple, dans ce cas hypothétique que j'ai évoqué de l'indépendance, devenait une puissance contrôlée par la France ou par le Maroc, est-ce que ça emmerderait l'Espagne? Ça emmerderait le reste de l'Espagne, qui ne serait déjà plus l'Espagne, elle est très proche d'être contrôlée par le Maroc. Désolé pour la blague. Alors, la Russie ne pourra jamais accepter ça, parce que c'est 20% de son produit intérieur brut. Le commerce, les exportations et les liens commerciaux principalement avec l'Ukraine. Et évidemment, en 2022, après quelques réunions infructueuses entre Anthony Blinken, secrétaire d'État, avec Biden et Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Voyant que je ne sais pas, les Russes finissent par prévenir. Comme Macron l'a récemment reconnu, si vous ne vous entendez pas, si vous ne vous mettez pas d'accord. Nous ne demandons rien, nous ne voulons pas de contrôle, nous voulons des élections libres, des observateurs de vote, si vous voulez, aussi des élections libres. Mais s'il vous plaît, qu'ils n'entrent pas dans l'OTAN, nous ne pouvons pas le permettre. Eh bien, ils disent non, qu'il n'y a rien à discuter. Et effectivement, comme tout le monde le sait, la Russie finit par envahir. Et ainsi commence toute la propagande, tout le discours. Un jour, Poutine a un accès de folie, n'est-ce pas? Il s'énerve, la veine lui gonfle et il menace d'envahir l'Ukraine malgré les conséquences négatives pour Vladimir Poutine. Bien sûr. Je tiens à préciser que ceci est une analyse critique complètement distincte du discours officiel et non une prise de position. Description des faits. Oui, c'est ça le problème, c'est que lorsque je décris aussi les faits, parce que je suis très aligné avec cette vision, j'ai vu une conférence du Dr Mearsheimer, professeur de géopolitique à l'Université de Chicago. En 2014, il fait sa présentation en anglais, parlant clairement, je peux l'envoyer à qui la veut. Il évoque pourquoi l'Ukraine est la faute de l'Occident, en abordant la situation géopolitique de 2014.
Il n'y avait pas encore eu d'invasion. Il disait, messieurs, si cette dérive continue ainsi, le conflit là-bas va être incroyable. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre issue? Petite parenthèse pour ceux qui se demandent, vraiment, non, ce n'est pas toujours l'envahisseur qui est forcément coupable, etc. Bon, écoutez, c'est un argument un peu hors contexte. L'invasion aurait pu être évitée par la négociation si on l'avait vraiment voulu. En négociant, écoute, ne rejoins pas l'OTAN. Mais comment cela aurait-il pu être évité? Ruben, très simple, pourquoi veux-tu être dans l'OTAN? Pourquoi veux-tu être dans l'OTAN? Je ne suis pas ukrainien. Ici, tous veulent adhérer à l'OTAN, principalement comme garantie de sécurité face à la Russie. C'est-à-dire, tu es dans l'OTAN, parce que si la Russie t'agresse, tous les pays de l'OTAN viennent à ta défense. C'est la raison d'être de l'OTAN, créée essentiellement pour cela face à l'Union soviétique. Si la Russie propose un pacte garantissant de ne jamais envahir ton pays, elle t'offre déjà une garantie de sécurité. Même en établissant que l'Union européenne puisse avoir un traitement préférentiel. Mais, c'est-à-dire, est-ce qu'on écarte définitivement et pour toujours l'invasion en évitant que tu entres dans l'OTAN? C'est tout? Quel était le problème? Mais ce n'était jamais l'objectif. Ce qu'on cherchait, c'est ce qui s'est passé. On cherchait à provoquer un conflit qui construirait un rideau de fer à l'envers, que l'Union européenne rompe ses relations avec la Russie, au bénéfice des Américains et des États-Unis, bien sûr. Et à notre propre détriment, évidemment. Mais gardez à l'esprit qu'en mars 2022, quelques jours avant l'invasion, le Nord Stream 2 commençait déjà à fonctionner. Le Nord Stream, dont nous avons déjà parlé, était un gazoduc mis en service pour transporter du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Le Nord Stream est un gazoduc construit depuis la Russie, traversant toute la mer Baltique depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à l'Allemagne, qui fournit du gaz bon marché. Comme c'est un tuyau, pour ainsi dire, ce sont deux tuyaux qui en gros servent à cela. L'Allemagne, qui a aussi le pilier fondamental de l'Union européenne sur le plan économique, s'est approvisionnée en énergie très bon marché grâce à la Russie. Cela crée donc une dépendance économique envers la Russie. C'est précisément ce que les Anglais ont historiquement cherché à éviter. C'est-à-dire une Russie et une Allemagne unies constituent un axe sans influence anglaise sur le continent européen. Ils ont donc toujours cherché à les opposer. Le Nord Stream est entré en service en mars 2022 et le Nord Stream 2 commençait à fonctionner. Le Nord Stream 1 est entré en service en 2014 au moment où le Maïdan a éclaté. Son entrée en service signifiait que l'Allemagne commençait à être approvisionnée. De 65% à 80% de son approvisionnement en gaz et en énergie dépendait de la Russie. Cela marquait la fin de la domination politique américaine en Europe. Ils en étaient conscients. Donc, ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils devaient, comme l'a dit Biden, l'arrêter. Quoi qu'il en soit, nous ferons tout ce qu'il faut. En effet, ils ont déclenché la guerre en Ukraine, qui a servi de prétexte à l'Union européenne pour rompre avec la Russie. Avec les fameuses sanctions qui étaient censées faire plier la Russie. Mais tout ce qu'elles ont fait, c'est nous tirer une balle dans le pied. Et puis ils ont physiquement détruit le Nord Stream. D'accord, ils l'ont détruit physiquement avec un attentat. Que se sont-ils déjà auto-responsabilisés ou c'est encore en suspens? Nous savons tous que c'était eux. Les Polonais eux-mêmes sont sortis, un député polonais lui-même, même si tout de suite après, il a supprimé le tweet. Il met la photo du Nord Stream explosé et il écrit « Merci les États-Unis ». Évidemment, tout le monde savait que c'était les États-Unis. L'histoire selon laquelle ce seraient des Ukrainiens, avec un bateau, un général. Au début, la première version était que c'était Zelensky, bien sûr. Selon une version encore plus drôle, c'était Poutine. Bien sûr que non, comme nous l'avions dit au départ. Poutine détruit la plus grande source de revenus de la Russie. C'est comme si je me coupais le bras et qu'on me disait « Il l'a fait pour susciter la pitié ?» C'est une connerie, c'est absurde, mais la propagande va jusque-là. Même pour les plus atlantistes, les plus naïfs ou les mieux rémunérés, c'est désormais indéfendable. Officiellement, ce sont les Ukrainiens qui sont tenus pour responsables. Zelensky a refusé l'ordre, mais un général furieux est allé sur place avec des explosifs plastiques et des plongeurs. On ne sait pas très bien. Dans une zone que l'OTAN connaît, jusqu'à chaque poisson qui s'y déplace, elle est totalement surveillée par l'OTAN, en plus avec une base navale toute proche. Polonaise. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde sait que les Américains l'ont fait. Aujourd'hui, avec 10 milliards, c'est lui qui va relancer le Nord Stream sans aucun problème, car maintenant il appartient aux États-Unis. C'est-à-dire que l'Europe pourra désormais acheter du gaz russe, mais elle devra le payer aux États-Unis, pas à la Russie. C'est-à-dire au... Deux, pratiquement. C'est-à-dire, nous payons un prix plus élevé.
Bien sûr, évidemment, c'est comme si tu vendais des pêches et qu'il y a un intermédiaire, il faut passer par 1 point, 2 points, au minimum, effectivement, c'est ça. Et une question, Ruben? Comment lutter contre cette propagande? Et comment pouvons-nous faire face à cette dérive belliciste? Tout ce que tu viens de raconter semble être un récit factuel et détaillé des événements et de leur déroulement. Nous nous retrouvons maintenant avec Ursula von der Leyen, pratiquement en train de brandir des drapeaux de guerre disant que nous devrons peut-être aller nous battre. Toi, Y compris moi-même. Comme mentionné précédemment, cela sert simplement de justification. L'OTAN ne peut pas se maintenir en l'état. Avec les réductions de budget que Donald Trump va imposer à la défense, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Que tous les pays européens impliquent que un élément clé de leur accord se brise. Jusqu'ici, l'OTAN permettait à l'Allemagne de ne rien dépenser pour sa défense. C'est comme si tu ne dépensais pas d'argent pour te défendre. Pour un pays, c'est un avantage monumental. Même à Rome, c'était souvent un problème. La sécurité de l'Empire était la principale préoccupation, autrement dit, assurer celle d'un pays est primordial. Si tu délègues cela, comme tu l'as fait pendant 80 ans aux États-Unis, et que tu te concentres sur la fabrication automobile et d'autres choses, d'accord. Mais quand Donald Trump arrive et annonce que c'est terminé, ce n'est pas simplement fini. C'est que Vladimir Poutine dit que la Russie n'est pas votre ennemi, que la Russie est votre allié. Il prévoit d'emmener des entreprises américaines en Russie pour y faire du commerce. C'est lui qui va commercialiser les métaux rares, le gaz et le pétrole russe. Pourquoi? Parce que la Chine est non son ennemi et concurrent, comme l'a déclaré Henry Kissinger, qui sera super russe aussi. Eh bien, le secrétaire d'État, l'un des plus, pro-américain, secrétaire d'État, durant la guerre froide, ni plus, ni moins. Quand ils ont eu l'idée du Maïdan, il a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites, Piastraï? C'est insensé, vous jetez la Russie dans les bras de la Chine, qui est notre principal concurrent? Vous êtes idiots ?» En effet, Donald Trump est ce que veut renverser cela. Évidemment, lorsque Donald Trump parle avec Vladimir Poutine et leur présente le plan qu'il a en matière d'investissement et d'infrastructure pour la Russie. Vladimir Poutine en a les yeux qui brillent. Avec ce que Donald Trump est en train de lui exposer. Bien sûr, beaucoup disent non, mais Vladimir Poutine préférera envahir, je ne sais pas, un champ de céréales avec 2 vaches en Pologne. Des centaines de milliards de dollars américains investis dans le pays, c'est absurde et insensé. Mais l'élite européenne corrompue, qui n'a aucun projet, qui ne défend rien, veut seulement maintenir une architecture qui a été pensée, au final, en définitive, une architecture gouvernementale. Oui, l'Union européenne a été créée suite à la déclaration Schuman du 9 mai 1950, établissant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Année 45. Les nazis tombent et les Américains restent pour exploiter la région de la Ruhr et de la Sarre, région d'Allemagne et région de France. De la principale matière énergétique, le charbon, et de la principale matière de construction, l'acier. Et on crée la fameuse Communauté européenne du charbon et de l'acier. Pour que ça ne soit pas, parce que c'était un peu embarrassant. Et alors il a dit à Truman, « Écoute mec, c'est vraiment abusé. Vous nous avez libérés, mais les entreprises américaines sont-elles en train de nous prendre? Nos produits? Le prix de la liberté, mon ami? Exactement, nos principales matières premières. La communauté européenne est créée avec le charbon et l'acier comme première Union européenne, qui est au final une structure de domination des États-Unis et du Royaume-Uni. C'est-à-dire, elle est créée exclusivement pour qu'il y ait une direction des pays européens, éloignés de l'Union soviétique, mais alignés sur les intérêts des États-Unis. Et cela perdure aujourd'hui car c'est sa genèse, son origine, sa racine, ce qui l'a créée. Von der Leyen dira donc, la Russie est certes très mauvaise, mais comment pouvez-vous affirmer cela? Oui, Donald Trump, président des États-Unis, historiquement celui qui a désigné la Russie comme son ennemi, est en train de dire que c'est un allié, que tout ce qu'ils disent est un mensonge. Ils doivent le maintenir, parce qu'ils veulent maintenir l'OTAN, parce qu'ils veulent maintenir l'Union européenne. Quelle est ton opinion? Bon, tu veux continuer? Non, simplement qu'il n'y a pas vraiment de tambour de guerre. Ce qu'il y a, ce sont des tambours de pauvreté. Ça oui, parce qu'ils vont nous endetter et augmenter la charge fiscale et les impôts uniquement pour maintenir l'OTAN, pour maintenir leur magouille. Quelle est la solution de Ruben Gisbert face à cette situation? Que doivent faire les pays européens pour se débarrasser du joug de cette architecture gouvernementale terrible qui pratiquement nous mène à la pauvreté? Pour ma part, je sais exactement ce que je ferai dans le cas de l'Espagne, c'est limpide. Je pense qu'il faut commencer à investir dans le secteur primaire, il faut commencer à investir.
Je crois qu'il faut réarmer l'Espagne, mais pas comme certains le veulent. Un bouclier de missiles pour notre protection. Pensez-vous que la Russie pourrait lancer un missile sur l'Espagne? Pour quelle raison et contre qui? Pourquoi? Gibraltar, encore? C'est insensé. L'Espagne doit se réarmer. Mais elle doit se réarmer pour contrôler ses menaces. Et ces menaces viennent du Sud et elles sont diverses. Elles concernent l'immigration. C'est l'expansionnisme d'un pays comme le Maroc. C'est-à-dire, il y a une série de points et surtout, fondamentalement, l'Espagne est une péninsule. L'Espagne a la grande majorité de ses frontières, pour ne pas dire la totalité, parce qu'il y a les Pyrénées-Maritimes. L'Espagne doit reconstruire sa marine. Pour défendre ses propres intérêts et son indépendance, je parle uniquement de l'Espagne. Donc, ce que l'Espagne doit faire, c'est reconstruire sa marine et établir une position forte dans le détroit de Gibraltar. C'est une chose que le Royaume-Uni et les États-Unis n'autoriseront jamais. C'est pourquoi ils ne le reconnaîtraient ni ne le défendraient jamais. Et il est pratiquement évident maintenant, à 2 pas d'ici, que la perte de Ceuta et Melilla est imminente. Tant que l'Espagne conserve Ceuta et Melilla, elle a la capacité d'agir. Ce serait établir un contrôle sur le détroit de Gibraltar, dominant le commerce mondial en Méditerranée, sans parler du canal de Panama. La route de la soie s'étend vers l'Atlantique, les États-Unis et l'Amérique hispanique. Quel avenir pour Ceuta et Melilla, selon toi? Je pense qu'il va y avoir une propagande progressive disant que le mieux est de la céder aux intérêts marocains. Est-ce qu'on finira par la perdre? Je pense que, à moins que ce ne soit moi, je mets tout en place le plus rapidement possible. Pour une alternative en Espagne souverainiste, cherchant la liberté et l'indépendance du pays. Mais il est très possible que nous allons le faire, nous allons le voir de la part de toutes les forces politiques, parce que toutes les forces politiques, toutes sans exception, sont livrées à des intérêts étrangers. Depuis ceux qui sont financés directement par les États-Unis, jusqu'à ceux qui sont financés par Israël, tous. Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire, malheureusement. On me pose très souvent cette question dans ma communauté. Jota, mais est-ce que tu penses qu'il y a un politicien qui pourrait sauver cette situation? Et je dis non, parmi les actuels, je ne le crois pas. C'est assez compliqué. La seule voie possible, comme tu me l'as demandé, attention. Je parle des partis hégémoniques. De mon point de vue, la seule solution est d'investir dans ce qui ne l'est pas encore. C'est-à-dire, voyons si je vis de l'argent que tu me prêtes. Je peux faire 2 choses. Soit tout dépenser en faisant la fête, comme le font ces gens-là, soit commencer à l'investir pour que, si un jour je veux rompre la relation avec toi, j'ai la capacité d'être autosuffisant. C'est aussi simple que ça, c'est ce que je ferai. En termes de défense, d'industrie, d'économie et dans tous les aspects. L'Espagne ne peut plus être présente car l'Union européenne stipule qu'il ne faut pas concurrencer la France. En sacrifiant le bétail et en arrachant la vigne, les oliviers et les arbres fruitiers. C'est-à-dire, c'est de la folie. Tu détruis précisément le poumon qui peut te donner la capacité, si tu tombes à l'eau, de respirer. C'est absurde. Bien sûr, cela ne s'explique que parce que nous vivons dans un système conçu pour la corruption. Totalement d'accord. Et pourquoi penses-tu que les politiciens espagnols sont aussi déconnectés des intérêts de la majorité de la population et aussi alignés avec les intérêts étrangers? Comment pouvons-nous inverser cela? Parce que j'écoute parfois n'importe lequel des politiciens et sincèrement, la seule chose que j'entends c'est « Suis-je une marionnette d'Israël ?» Ou des États-Unis. D'abord, ils ne savent pas ce qu'est la politique. Ils croient que la politique, ce sont des idées. La politique, en soi, ce ne sont pas des idées. La politique, ce sont des intérêts. Et c'est la lutte pour le pouvoir. Dans la logique de ces intérêts, tu te bats, tu luttes, tu entres en lice pour des intérêts. Et évidemment, quand tu comprends et étudies la politique et que tu sais comment fonctionnent ces relations de pouvoir, c'est alors que tu peux construire et éviter. Ce qui va inévitablement t'amener à devenir une marionnette ou une prostituée. Il est interdit de créer un parti politique avec des fonds étrangers. Tu ne peux pas fonder un parti qui dépende de la structure politique que tu veux changer. Même avec de bonnes intentions, il y a sûrement des politiciens en Espagne. Il y en a qui ont commencé en politique parce qu'ils avaient de bonnes intentions, mais le temps les a inévitablement changés. Parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient, ils ne savaient pas vraiment à quel jeu ils jouaient, à une position où il leur est vraiment impossible d'exercer ce qu'ils voulaient. Parce que tu dépends de celui qui te soutient. Et pour pouvoir agir,
pour pouvoir construire un projet politique qui soit dirigé vers les intérêts des Espagnols. Seuls les Espagnols eux-mêmes peuvent te soutenir. Économiquement, le parti ne peut être soutenu que par le financement des citoyens eux-mêmes. Ouais, Ruben. Donc, s'il n'y a vraiment pas de tambour de guerre comme les médias essaient de le faire croire, ils veulent simplement nous endetter davantage. Ursula von der Leyen a récemment mentionné que l'Espagne s'est engagée, mais d'après ce que je sais, elle ne dépense même pas 1% pour la défense. C'est la situation actuelle. Pedro Sánchez, en bon serviteur de l'Union européenne, et je les appelle les agents mondialistes, s'est engagé à un 2, mais Ursula von der Leyen a dit non, qu'au minimum 3%, mais même s'il s'engage à 20%. Que ce soit Sánchez ou Feijóo, c'est très simple, mais peu importe. C'est vrai, n'est-ce pas, Ou Abascal ou Feijóo, je vais te dire pourquoi. En bref, lorsque Pedro Sánchez se rend à Bruxelles, on le surnomme le sans-papier, pas à cause de l'immigration, mais parce qu'il y va sans papier. En d'autres termes, il s'y rend les mains vides, sans aucune préparation. Il se contente de ce qu'on leur fournit et de ce qu'on leur dit. C'est très simple, l'Union européenne te dit « Regarde comment tu le sais ». Ils appellent un commissaire européen le sans-papier, ce qui m'a bien fait rire quand quelqu'un de Bruxelles me l'a raconté. Évidemment, ils en rient. Avec Pedro Bueno, des Espagnols, des personnes concernées, des diplomates et des sans-papiers sur place. Eh bien, le fait est que, une petite anecdote. Notre cas est connu, je crois que cela a été publié à l'époque, avec les fonds Next Generation, cela a été publié. Eh bien, suis-je Pedro Sánchez, le politicien espagnol? Von der Leyen vient de me voir et me dit « Écoute, tu dois augmenter les dépenses de défense à 3%. » Et moi je te dis « Et d'où veux-tu que je sorte l'argent? Si tu me demandes ça, en plus, tu me demandes aussi de réduire le déficit, de réduire les dépenses et tout ça. » Et moi, Ursula von der Leyen, je te dis « Ne t'en fais pas, relaxe-toi. » D'abord, assouplissement budgétaire, qu'est-ce que ça veut dire? L'assouplissement budgétaire. Cela signifie que les quelques limites que l'Union européenne imposait, les rares qu'elle mettait en place pour éviter la corruption. Comme cela s'est produit par exemple avec les fonds Next Generation qui étaient destinés à la Next Generation, et la Next Generation, ils ont déjà tout dépensé. C'est-à-dire, les fonds Generation sont 450 milliards que l'Union européenne met en place pour favoriser et pour impulser la nouvelle génération, la génération à venir. Ils ont déjà tout dépensé et il ne reste plus rien. Que se passe-t-il donc? Eh bien, ils ont commencé à construire des ponts pour que les lapins et les chèvres puissent traverser en Cantabrie. Enfin, des choses vraiment absurdes, comme mettre une jupe au feu de signalisation, non? Eh bien, pour éviter ce genre de choses, il existe toute une série de mécanismes fiscaux pour t'obliger à ne pas trop dépenser, pour que l'argent soit utilisé plus ou moins correctement. Qu'on ne vole pas au maximum 50% des choses en cours de route et qu'il en arrive 50%. Ils ont refusé, affirmant que dorénavant, tout ce qui concerne la défense sera supprimé. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la classe politique espagnole n'aura aucune restriction. Elle pourra mettre en place... Je ris, mais ce n'est pas amusant. Elle va pouvoir déployer toute sa créativité pour justifier une dépense en dette, tant que ce sera pour la défense. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, même les costumes traditionnels des fêtes patronales seront inclus dans la défense, permettant ainsi un vol à pleine main. Pedro Sánchez s'inquiète du fait que le gouvernement va s'endetter tout simplement. C'est sa principale préoccupation. La dette dépend de la Banque centrale européenne, donc de l'Allemagne. C'est leur problème. On m'a donné de l'argent, comme le font les politiciens espagnols depuis toujours. 45 ans. Putain, Ruben, franchement, la situation est vraiment désolante. Tu veux donner un message d'espoir? Tu veux dire quelque chose aux gens? Quoi? Quelle issue y a-t-il? Écoute, moi je suis là, je bouge. C'est-à-dire, je ne décris pas cela depuis un point de vue, depuis une position de détachement général. Je pense qu'il faut tout identifier. La première chose à faire, c'est d'arrêter les bêtises et de présenter les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de nous battre. Que tu sois qualifié de machiste, de féministe ou d'autres choses encore. Et commencer à exposer et à présenter cela comme les vrais problèmes que nous avons. Chers amis, chers frères et concitoyens, et à partir de là, construire une alternative de changement, une alternative qui doit naître de la société civile. C'est pourquoi, au final, je mets en place une initiative politique civile. Ruben, en parlant d'initiative politique, tu étais président d'une association appelée Junta Democrática, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, je connais beaucoup de personnes là-bas. Un salut à Margot, elle est venue dans mon émission 2 fois, c'est une grande. Et aussi à Paulila de Darwin, qui est un très bon ami à moi. Pourquoi as-tu décidé de quitter la Junta Democrática?
Quelle était l'idiosyncrasie de cette association et pourquoi as-tu décidé de la quitter? Je n'ai pas quitté la Junta Democratica, j'en suis toujours membre. J'ai seulement quitté la présidence. Eh bien, raconte-nous, pourquoi as-tu décidé? Cela fait-il vraiment 5 ans qu'il a quitté la présidence? Je pense que la mobilisation civile est la principale voie de changement dans ce pays. C'est-à-dire, il sera très difficile de changer les choses. Et l'idéal? La solution à mettre en œuvre devrait refléter l'opinion prévalente et majoritaire de la société espagnole. Tourne le dos à cet État. Par la non-participation aux élections et, si besoin, par la résistance fiscale. Grève générale. Et cela doit être organisé et il faut le rendre cohérent. Il faut le rendre cohérent. Comme mentionné précédemment, lorsqu'on parle d'organisations civiles, on fait toujours référence à celles qui ne sont pas étatiques. Estatal, c'est ceux qui se nourrissent du secteur public de l'État. Ainsi, cela défendra toujours les intérêts de l'État, comme avec les syndicats commissions ouvrières, Sujettes et Solidarité. En d'autres termes, les syndicats financés par l'État ne s'y opposeront jamais, car ils dépendent justement de ce que le Permet de subsister. Les syndicats et les partis naissent comme des groupements civils pour s'opposer et lutter contre l'État. C'est évident. Alors, la Junta démocratique recueille ce qui fut une convergence de forces politiques à la mort de Franco. Et à la fin, où le changement qui allait avoir lieu dans le franquisme. Il voulait être une rupture politique avec le franquisme. Il voulait que le franquisme ait une porte qui se ferme et qu'une autre porte s'ouvre dans laquelle s'établir. Un système meilleur que celui des États-Unis, mais basé sur les mêmes fondements de liberté politique. Qu'il s'agisse d'une élection directe des représentants politiques, d'une limitation du contrôle, d'une désignation directe, justice libre, etc. Il y avait une grande variété de gens présents, notamment des monarchistes, dont Juan de Bourbon, le père de Juan Carlos, Rafael Calvor Serrert et l'Opus Dei. Torquato Fernández Miranda, pardon. Il y avait les carlistes, ils étaient tous là. Évidemment, ce furent les États-Unis, à nouveau avec Kissinger et ceux qui étaient alors au pouvoir. Torquato Fernández Miranda, Herrero de Miñón, franquistes. Et surtout danser avec un parti socialiste qui a été créé ad hoc et promu ad hoc, pour cela, avec Felipe González, via la social-démocratie allemande. Avec Billy Brandt et Edmund Smith pour assurer une continuité. Une transition, comme l'a appelé Torquato, de la loi à la loi de ce qu'avait été le régime de Franco, mais en le multipliant et en établissant une oligarchie de partis. Alors, la Junta Democratica est morte. Elle est morte parce que les objectifs qu'elle s'était fixés n'ont pas été atteints. Par conséquent, il y a 5 ans, moi, l'association civile que je crée, je lui donne le même nom, parce que c'est ce qui reste inachevé. Dans les années 70, le passage d'une dictature à une démocratie, un régime libre, n'a pas encore été vécu comme nous le vivons aujourd'hui. J'ai lancé cette initiative, cette association. Très important. Ruben, as-tu encore mentionné Kissinger? Nous n'avons pas réussi avec ces idées de la Junta Democratica à cause d'une ingérence étrangère que, comme toujours, oui, c'était écrit dans les Wikileaks. Et, en fait, le fondateur original de la Junta Democratique, qui était conseiller de Don Juan de Bourbon, Don Antonio García Trevijano Forte. Un excellent avocat et juriste défenestré par ce pays pour avoir défendu les idées de la liberté. À une époque où le mensonge a triomphé. Les documents de Wikileaks sortent, il est présenté comme un... Alors, on l'appelle un maverick. Maverick, dans l'argot anglais. Enfin, en anglais, c'est un indépendant. C'est-à-dire, ce type, on ne peut pas... le contrôler, bien sûr. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et face au risque d'une organisation dans laquelle le Parti communiste pourrait prendre de la force, parce que Santiago Carrillo et le Parti communiste étaient aussi présents, ils ont préféré utiliser le Parti socialiste avec les franquistes et négocier une transition vers un modèle comme celui qu'ils avaient mis en place en Italie, comme en Belgique, c'est-à-dire l'État des partis. Henri Poulspack le raconte bien dans ses mémoires, Combat sans fin. C'est un Belge, le premier secrétaire général de l'OTAN, qui établit comment. À la chute du nazisme, les États-Unis installent des gouvernements qui sont très facilement contrôlables par des puissances étrangères. Et ils adoptent un modèle du 19e siècle, qui est le même que le Royaume-Uni a utilisé pour sa colonie, l'Australie. C'est un régime non électif, un système où les citoyens votent, mais ne choisissent pas. Et c'est le système proportionnel. Il a été inventé par un Anglais au 19e siècle. Tu prends Roy Hill, tu donnes le roi à son père pour l'Australie, Roy Long Hill, et tu soutiens ton Armil. Les Américains prennent ce système et le mettent ici. Et c'est le système que nous avons où tu votes
pour des listes faites par différents partis. Tu votes par identification, non? Voici les patriotes, féministes, libéraux et autres je ne sais quoi. En réalité, en allant voter, tu crois prendre une décision, mais en fait, ce que tu fais précisément, c'est tout le contraire. C'est pour ça que le système de vote a été inventé, pour choisir. Les élections, voter. Il a été inventé pour qu'on désigne un candidat et ensuite un représentant, et que ce représentant représente. Il agit au nom du peuple, de celui qui l'a choisi, qui doit être la circonscription, c'est-à-dire le groupe qui l'a choisi. Tout comme le congressiste, le sénateur, le membre de l'Assemblée ou le député élu, ce dernier représente son parti. Non, même pas cela. Au chef qui l'a mis sur la liste, donc il fait ce que le chef lui dit. Et c'est pourquoi c'est un système si facile à contrôler, parce qu'une puissance extérieure n'a qu'à contrôler les 3 ou 4 chefs de chaque parti. Tout le reste de l'architecture leur est dû, et c'est tout. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Tribunal suprême de justice, le Congrès des députés, tout. Arrête de te mettre... Dans une situation, imagine que d'accord, je vais donner un exemple que j'aime bien. Isabel Díaz Ayuso se rebelle contre Feijóo. Feijóo aurait-il les moyens de déplacer la chef du parti de la Communauté de Madrid? Oui, il pourrait essayer, mais voyons. En réalité, c'est quelque chose qu'a essayé, par exemple, Pablo Casado. Et ils ne lui ont pas tendu de piège, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Nous entrons là dans un autre élément pernicieux de ce régime, l'État autonome, qui est petit à petit ce qui a été conçu. Par Adolfo Suárez, un idiot qui a mis 8 ans pour finir ses études de droit, car c'était un vrai. Selon son entourage politique, c'était une personne peu intelligente avec une façon particulière de s'exprimer. Le roi l'a choisi malgré tout. Et on s'est construit une image, mais ce n'était pas un homme intelligent, c'était un homme malin. Torquato Fernandez Miranda a perdu patience avec lui, c'est pourquoi il est parti. Nous suivons totalement ce qu'il a inventé, qui fut l'État autonome. Le terme « café pour tous » était populaire. Pourquoi ce terme a-t-il été utilisé? Dans un café madrilène nommé Cafeteria José Luis, ils ont commencé à se réunir secrètement pour rédiger l'actuelle constitution. Et les indépendantistes nationalistes basques, les Catalans, commençaient à demander « Écoute, moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux les fueros, je ne sais combien de choses. » Et alors, à la fin, comme Esté en a eu ras-le-bol, Adolfo Suárez a dit « Café pour tous, tous égaux ». Que signifie un café pour tous? Générer la possibilité que tout le monde puisse avoir une autonomie, un transfert des compétences qui devraient appartenir à la nation, à l'État. Ce qui n'a jamais existé en Espagne, cela n'a jamais existé. C'était une invention. Et cela a été inventé à ce moment-là. Mais ça, ce serait un autre problème. Et cela s'est intensifié. Les prix de consolation gagnent en importance et deviennent des structures cruciales au sein des partis et de l'État des partis espagnols. C'est pourquoi il est souvent nécessaire pour le chef d'un parti de s'appuyer sur les dirigeants autonomes afin de renforcer cette position de pouvoir qu'il détient. C'est pourquoi ce ne serait pas si facile, mais il pourrait le faire. Ou... C'est-à-dire, pratiquement, ce que fait le système des partis, tu l'as déjà parfaitement expliqué, c'est de transformer un pays en esclave d'intérêts étrangers. Alors, la solution que propose la Junta démocratique, comment l'éviterait-elle? Voyons, la Junta démocratique est une association qui cherche à mobiliser les citoyens afin d'arriver à un point où l'action du gouvernement devient inopérante. Autrement dit, les Espagnols manifestent dans la rue jusqu'à ce que la situation devienne ingérable. Comment l'indépendance de l'Inde a-t-elle été obtenue, ou les droits des Noirs aux États-Unis, grâce à la mobilisation civile? Je pense que c'est une voie qui demandera du temps, mais c'est la principale. J'ai décidé d'emprunter une autre voie que je n'ai jamais voulu prendre auparavant. Je n'ai jamais voulu faire partie d'un parti politique ni militer où que ce soit. On m'a proposé de me lancer en politique il y a longtemps, à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas fait. Question. La Junta démocratique est l'un des leitmotifs qu'ils ont. L'une des principales, disons, causes qu'ils soutiennent, c'est de ne pas voter. L'abstention, ne pas voter activement, l'abstention active, parce que cela délégitimerait le gouvernement en place, n'est-ce pas?
La non-participation massive, en même temps que l'action, c'est pourquoi il s'agit d'une abstention active de revendication publique, fait que cette revendication ait plus de légitimité que le gouvernement qui va la réprimer. Ce gouvernement a un soutien de 30 à 40% malgré son incompétence. En d'autres termes, il manque de légitimité et de soutien populaire pour réprimer une révolte sociale. Et cela génère une cascade inévitable qui conduit à une faillite du système. C'est ce que défend Antonio García Trevijano. C'est ce que défend la Junta Democrática et ce que je considère devoir poursuivre comme ligne d'action prépondérante. Et toi, en tant qu'ancien président de la Junta Democrática, vas-tu maintenant te lancer aux élections? Alors, comment concilies-tu ces deux choses? Ici, il ne s'agit pas de voter ou de ne pas voter. C'est la raison pour laquelle on a voulu stigmatiser la Junta Democrática. Et on a voulu stigmatiser les gens comme nous qui luttons pour la liberté et la démocratie en Espagne. Je veux me passer de cela parce qu'il y a un élément préalable nécessaire qui est l'hégémonie culturelle. Développe un peu cela. L'hégémonie culturelle, c'est qu'elle soit hégémonique, que tout le monde en Espagne l'ait culturellement assimilée pour soi-même. Politiquement, quel est le problème? Le problème, ce n'est pas que l'Espagne soit facho, plus fasciste, que ce soit le féminisme, l'intégrisme, le Venezuela. Ce sont des aspects que les partis lancent pour que les gens s'accrochent et aillent voter. Le problème de l'Espagne est celui que nous exposons actuellement. Elle a un système non sélectif, sans séparation des pouvoirs, où le pouvoir n'est pas contrôlé et les dépenses sont démesurées. Et que, par conséquent, la fonction de l'État est dirigée vers des intérêts contraires à ceux de la nation. L'Espagne fait face à ces problèmes et tant qu'ils ne seront pas compris, il sera très difficile d'y apporter des changements. Pourquoi est-ce que j'explique cela? Quand on dit aux gens qu'il n'y a pas de démocratie en Espagne, ils sont surpris et demandent des explications. Qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu dire qu'il n'y a pas de démocratie? Non, regardez, la démocratie est un système électif représentatif. Quand vous votez, etc. Et tu expliques tout cela à propos de la liste, ils finissent par le comprendre. Beaucoup disent « c'est vrai ». Mais quand on leur dit de ne pas voter, les gens décrochent. Alors, que faire? Les gens n'y croient pas. Nous avons tant perdu dans ce pays que nous avons même perdu confiance en nous en tant que nation. Les gens ne peuvent pas imaginer que le peuple espagnol va massivement descendre dans la rue pour faire tomber l'État. La boule espagnole ne gagne que lorsque l'Espagne remporte l'Euro, le Real Madrid, la Ligue des Champions ou le Football Club Barcelone. Alors, j'ai voulu lancer une voie réformiste avec une garantie qui est celle même que j'ai apportée tant que j'ai été président de la Junta Democrática. Cette voie réformiste fait en sorte que... Êtes-vous d'accord pour dire que le système et le régime en Espagne doivent changer plutôt que les personnes? Oui, d'accord. Sur quoi n'êtes-vous pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec l'idée de descendre dans la rue, de manifester et de ne pas voter. L'enjeu n'est plus de voter ou non, mais de changer ou non le système. C'est là que réside la clé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre en place cette voie et cette alternative. Parce que maintenant, la discussion n'est plus de voter ou de ne pas voter. Celui qui ne veut pas voter et qui croit en cette voie, qu'il s'abstienne mais qu'il agisse. Et celui qui veut agir par une voie de réforme, celle que je mets en place, aura cette possibilité. Mais intérieurement, il aura déjà compris que ce qui doit changer en Espagne, c'est le régime, le système et la structure politique. Il ne s'agit plus d'idéologie, mais de dignité. De dire non, c'est que je veux que mon pays soit gouverné par un système politique propre. Alors c'est cela qu'il faut obtenir. C'est cela qu'il faut forger. Et c'est pourquoi je considère, à un certain moment, que même si beaucoup de gens, mes détracteurs, disaient que j'avais fondé la Junta Democrática, pour avoir là une tour d'ivoire intellectuelle inaccessible dans laquelle je resterai à jamais. Je démissionne de mon poste de président de l'association, car je considère cette fonction incompatible avec ma situation actuelle. En même temps, je mets en place une voie réformiste à travers le système. C'est vrai. Ce qui est infiniment plus. C'est beaucoup plus difficile, mais il est vrai que cela a suscité beaucoup de contradictions chez de nombreuses personnes. Ta position par rapport à de nombreux de tes partisans à la Junta Democrática, ils étaient d'accord? Ruben a toujours prôné l'abstention. Et je continue à prôner l'abstention. Mais tu demandes quand même qu'on vote pour toi? Non, je n'ai pas encore dit quand. Je vais demander qu'on vote pour moi, tu ne vas pas demander qu'on vote pour toi. C'est-à-dire, tu vas te présenter à des élections? Écoute, je vais me présenter à des élections où je vais exposer que le problème de l'Espagne, c'est celui-ci. Vous avez deux choix, voter ou vous abstenir. Je préfère que vous ne votiez pas, mais que vous vous mobilisiez, que vous manifestiez le jour des élections devant le Congrès pour montrer qu'il n'y a pas de régime démocratique en Espagne. Vous voulez voter maintenant, mais vous ne croyez pas en cette alternative? Avez-vous cette alternative?
Nous leur garantissons de ne pas toucher un seul euro de l'État et d'arriver avec le travail déjà fait. Contrairement à Alvise et sa compagnie, nous sommes préparés et non des aventuriers. Zut, ne blâme pas Alvise. Je dis ça car il fait une copie. Il mentionne le parti Gracia sans même savoir ce que c'est. Enfin, il finira bien par venir. Alvise, tu sais, Écoute, je vais le dire dans le podcast, il ne viendra jamais. ça me fait vraiment de la peine que... Moi, ça ne me fait rien du tout. Laisse-moi te dire ce qui m'attriste. Je te l'ai répété maintes fois, en coulisses, en privé, que beaucoup de jeunes personnes, que d'une certaine manière, nous avons ce désir de retrouver la dignité de l'Espagne et que l'Espagne redevienne un acteur important sur le plan géopolitique. L'Espagne n'est pas un pays de corrompus, parmi lesquels je te compte le vice-président Roberto Vaquero et moi avec toi. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'avec le vice-président aussi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'avec Roberto, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et à la fin de la journée, je crois qu'ensemble, nous serions plus forts et capables de changer le système si nous le désirons. Mais il y a une chose là que tu ne vois pas. Et c'est qu'il faut savoir faire la différence. Les gens qui bougent parce qu'ils veulent changer les choses et les gens qui bougent pour s'enrichir. Tu ne réalises même pas à quel point le vice a été discrédité et mis en lumière. C'est pourquoi j'ai cherché et navigué d'un parti à l'autre. Là où ils l'ont. Il a été viré car en plus d'être idiot, il a fait une bêtise dans sa propre expérience politique. Moi non plus, je n'aimerais pas qu'il parle de toi comme ça. Alors, on va s'arrêter là. Non, bon. Il l'a fait. Il est récemment apparu dans un podcast en disant que je suis un avocat médiocre et moi je ne vais pas lui répondre. Je n'exprime pas d'opinion, j'expose seulement sa ligne de conduite. Il parle de la partitocratie, mais il ne définit pas ce qu'est la partitocratie, c'est-à-dire qu'il ne propose pas d'alternative politique. Je ne vais pas le juger personnellement, ne le connaissant pas. Sans l'insulter, je dis simplement qu'il s'est fait prendre. Dire à quelqu'un « donne-moi 100 000 euros, et ensuite, si j'ai la capacité d'influencer, je t'avantage ». Ça, c'est de la corruption. Qu'on le veuille ou non. Je ne vais pas défendre cette action, car je dois reconnaître que c'était maladroit, qu'on le veuille ou non. Mais Alvise, chaque fois que je le suis dans sa communauté Telegram depuis longtemps, il s'est toujours montré comme quelqu'un qui a toujours plaidé en faveur des crypto-monnaies. Pour la libéralisation, putain, la libéralisation, parfois je m'embrouille pour la libéralisation de ce marché. Donc quand il dit qu'il va aider cette personne en échange des 100 000 euros, je pense qu'il fait plutôt référence à ce secteur, et il l'a toujours fait. Défendu. Et l'histoire de Punta Cana, pardon. Demande-lui à lui. Développe. Non, celui qui est allé à Punta Cana avec Israël Dorado et avec quelques personnes, demande-lui. Eh ben, moi, Ruben, la politique, ce n'est pas mon domaine. Non, moi non. Ce n'est pas mon domaine, mais je dois savoir qui sont les ennemis, pas les miens, car j'essaie d'en avoir le moins possible en ayant déjà beaucoup. Je dois distinguer en permanence la tromperie du mensonge. Je n'ai rien de personnel contre le vice-président. J'ai essayé de m'approcher de lui de toutes les manières de possible, mais il m'a toujours évité. Tissu maintenu par 2 baguettes. Le vice-président ne viendra malheureusement jamais débattre de politique avec moi, même si j'adorerais ça. En vérité, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que cela arrive. Tu ne seras pas le premier, ni le dernier, mais Je m'entends très bien avec les deux, donc ça va. pour moi. Il arrive un moment où je te le dis sérieusement, ça n'a pas de... L'oncle qui a dit que je m'étais fâché contre lui parce qu'il ne m'avait pas mis sur ses listes. Mais comment cela pourrait-il être vrai? Comment pourrais-je aller avec ce type? Nulle part. Ça pour commencer. Et deuxièmement, je n'ai jamais parlé avec lui. Vous n'avez jamais parlé en personne? En fait, j'ai voulu lui parler, mais c'est parce que j'ai besoin de 5 minutes de conversation avec quelqu'un pour savoir à qui j'ai affaire. Tu t'entends bien avec Roberto, n'est-ce pas? J'ai une excellente relation avec lui. Avec Louis-Marie Pardo, de Justitia Europa aussi, qui était à la manifestation hier. Au contraire, c'est même l'inverse. Ce que je veux, c'est converger. J'ai annoncé cela en mai. Nous sommes en mai de l'année dernière. Cela fait 6 mois que j'œuvre pour lancer cette initiative politique, sans me mettre en avant. Je ne veux pas parce que je sais ce que cela va impliquer, et je ne sais pas si je suis prêt. Je suis prêt, mais je connais les implications. Le problème, c'est que les personnes que je veux voir dans ce projet, leur condition indispensable pour participer était que je dirige le projet. Ce n'est pas que j'y aille à contre-cœur, mais je le ferai. C'est pour ça que je prends autant de temps. En plus, il la donne même au passage. Je cherche à converger et à trouver l'unité. Cependant, je ne m'unirai pas à ceux qui ne défendent pas les mêmes valeurs que moi. Il faudrait voir si au final, nous ne défendons pas la même chose. Je ne parle pas de toi. Non. Oui, mais moi. Je veux vraiment y croire, même si c'est peut-être un peu idéaliste de ma part.
que tu es un bon gars. Je t'ai vu et je sais que tu es quelqu'un de bien. Personne. Je suis un peu idéaliste et ça me fait de la peine. Ces petites querelles entre des personnes pour lesquelles j'ai de l'admiration et de l'affection. Je n'ai aucune rancune envers le vice-président, je le répète. Excuse-moi Ruben, mais ça se voit que vous vous plaisez mutuellement. Je pense que c'est réciproque entre vous deux. Non, 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 pas du tout. Je n'ai aucune rancune, je te le dis vraiment. Je n'ai aucune rancune parce que je n'ai rien de personnel. C'est un type que je ne connais pas. Tu n'apprécierais pas non plus mon avis sur Abascal Ayuso ou Feijo, si tu me le demandais. Personnellement, moi, je pense que je fais une distinction très claire entre Alviz et Vox parce que Alviz n'est pas né comme un parti hégémonique, Vox, à la fin de la journée. Ah, je sais. Je sais parfaitement qui il est allé voir. Il est allé voir Pascal chez Netanyahou et nous savons tous que cette visite impliquait beaucoup d'argent. Ce n'est pas que je ne soutienne pas Israël, mais je ne me mêle pas de conflits géopolitiques qui ne me concernent pas directement. Je crois que Vox est une entité de l'intelligence israélienne. Voilà ce que je dis. De la même manière que... Mais ça n'a pas commencé comme ça n'a pas commencé comme ça, n'est-ce pas? Tous finissent par suivre le même chemin à la fin de la journée. Mais cela dépend de ce que tu veux faire, comme je te l'ai déjà dit. Contrairement à eux qui ne savent pas où ils vont, moi je sais. C'est pourquoi je dois déjà être accompagné d'une escorte. Et dire qu'il y a certaines choses, comme qu'on vienne me voler l'ordinateur. À la maison, il est venu avec une voiture blindée, les gars, qu'on me comptait, tu ne crois pas? Je lui ai tiré dessus 2 fois tout à l'heure pendant qu'il était dans la salle de bain. Mais non, je plaisante. Vox a été fondé par des gens que je considère honnêtes. Alejo Vidal-Quadras est un homme honnête que je connais. Et j'ai beaucoup de respect pour Alejo Vidal-Quadras. Et ce qui se passe, c'est que ce sont des projets sur lesquels, nous sommes. Si on ne s'attaque pas à la source du problème, on sera toujours emporté. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. En ce qui concerne Alviz, je n'ai de rancune envers personne, encore moins envers lui, car je ne le connais pas vraiment. Il ne m'a rien fait. Le fait qu'il dise des bêtises sur moi me renforce. C'est-à-dire, ça m'arrange que la seule façon qu'il ait pour essayer de me discréditer en disant des choses que même mes pires ennemis ne diraient pas, comme que je suis un avocat médiocre ou sans formation. Une personne sans même une structure de parti. Je ne te considère pas du tout comme médiocre. Pour moi, cela... Quelle est? Honnêtement, je ne la trouve pas nécessaire. Et il y a une personne qui, dans mon podcast, a dit des choses avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord. D'accord? Il s'appelle Samuel Vidal. Je ne sais pas si tu le connais. Samuel Vidal. Samuel Vidal a un plan nommé Plan Orchestre visant à unifier les plus grandes communautés d'Espagne. Et à travers? De cette union, me faire une place dans ce système. Je trouve que chacun menant sa propre guerre est égoïste. Je pense que si on se rassemble tous à... Oui, d'accord. Je crois que je sais déjà qui c'est. Oui, mais bon, c'est quelque chose que je fais déjà. Je te le dis déjà, je me suis réuni avec Luis Maria Pardo, je me suis réuni avec Roberto Vaquero. Je rencontrerai quiconque veut vraiment changer les choses dans ce pays. J'utiliserai mes plateformes très suivies pour cela. Pour que, je te répète, je me suis réuni avec toutes ces personnes parce que je veux faire ça. Et ton ami Albiz? Parce que je vois que c'est une question d'amitié. Je le comprends et le respecte. J'ai beaucoup d'honneur. Il m'a soutenu quand je suis tombé et je sais que ça lui ferait du bien. Dans ce cas précis, je lui ai proposé Albiz, je ne le lui propose plus, évidemment, mais je le lui ai proposé plusieurs fois, tout comme je leur ai proposé à eux. S'asseoir et discuter avec toi pour connaître tes envies et tes projets. Il n'a jamais voulu, évidemment, car... Il n'y a rien derrière, à mon humble avis, je n'ai pas besoin de dire... Il n'y a pas de programme, de ligne d'action, ni d'enregistrements audio qui devaient faire tomber Pedro Sanchez. Rien du tout. Et le tirage au sort? Qu'est-il arrivé au tirage au sort? Est-ce qu'on le donne aux victimes de Valence? Bon, je le sais, mais il devra l'expliquer et il devra le montrer. C'est lui qui a pris cet engagement, mais tout est là. Il n'y a rien de vraiment solide, ni de mon point de vue sérieux, parce qu'on parle de quelque chose d'aussi sérieux que de changer une structure politique du pays, Et qui, en plus, ne nécessite pas seulement un bon programme avec tout très bien spécifié et très bien défini, mais aussi une équipe et un groupe de personnes. Et dans certains cas, il faut aussi savoir mettre des personnes qui sont meilleures que toi, comme j'essaie aussi de le faire dans mon cas. Ruben, j'aimerais conclure en mentionnant un détail que nous aurions dû aborder au commencement. La réunion de Trump et Zelensky. D'accord, Zelensky, pardon, quel est ton avis? J'ai vu une séquence d'une interview entière, je ne sais pas si c'est toi qui l'as publiée, mais sincèrement, il y a une partie que je crois particulièrement pertinente. L'un est complètement gêné et l'autre est comme en train de sourire. Jusqu'à quel point penses-tu que cette réunion avec Zelensky a atteint son objectif de tout faire exploser? Je ne sais pas si c'était vraiment l'objectif ou voyons voir. Je dois dire que Donald Trump est un maître de la communication. Donald Trump sait très bien, et il sait très bien.
Il a été 10 ans à l'antenne, dans une émission de grande audience à la télévision. Et je soupçonne déjà qu'il est très probable que cette confrontation ait été arrangée, qu'elle ait aussi été... Provoqué. Dans les hautes sphères comme ça, on peut s'attendre à tout. Ça ne me surprendrait pas. Il fallait que cela se produise pour que Zelensky, dont les réunions étaient déjà prévues, vienne en Europe et que l'Europe construise le récit du « tout va bien ». Nous nous maintenons contre la Russie parce que cela profite à qui? Cela profite aux États-Unis, pas à Zelensky. Au final, il veut simplement une retraite dorée qu'on lui propose déjà. Cela profite aux États-Unis parce qu'ils maintiennent l'OTAN et leur permet de compenser 50% du coût d'opportunité en réduisant de moitié les dépenses de défense. Est-ce que l'Union européenne va le compenser? Sans le rôle de Zelensky lors de cette réunion vendredi, il aurait été impossible d'expliquer aux citoyens la chaîne d'événements qui s'est produite. Excellente réponse. Ruben, as-tu quelque chose à ajouter pour le public? Je pense que nous pouvons déjà considérer l'émission comme terminée. Ce fut intense et bref, mais nécessaire à mon avis. Quelque chose que tu voudrais partager avec le public? Voici le seul conseil que je donnerai à ton public. C'est que, au-delà du fait qu'ils aient aimé ou non ce que j'ai dit, ou qu'ils ressentent de l'empathie ou de l'antipathie envers moi, je veux seulement qu'ils pensent qu'au-delà de leur sensibilité personnelle, ils aient bien conscience de ce qu'il faut changer dans ce pays. Ce ne sont pas des couleurs, ce ne sont pas des personnes, c'est de savoir s'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont entendu. Le système, cherchez votre voie, cherchez votre chemin. Si vous ne m'avez pas aimé, cherchez autre chose. Mais nous devons commencer à construire une conscience que nous devons changer les aspects fondamentaux du système qui nous empêchent de défendre nos intérêts. Très bien, Ruben, je vais dire clairement que mon cœur me touche profondément. Mais je suis aussi prêt à faire absolument tout ce qui est nécessaire pour que ce pays ait un avenir. Et je ne crois pas qu'il ait un avenir si nous ne poussons pas tous d'une certaine manière dans la même direction. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que le problème de ce pays n'est pas d'en mettre un et d'en changer un autre. Je pense qu'évidemment, et avec certains, ce serait mieux qu'avec d'autres. Mais à la fin de la journée, il s'agit d'un problème systémique de genèse et de racines. Et mon intention est d'utiliser toute la capacité de communication que j'ai pour réveiller le plus grand nombre de personnes possible. Je vais dire une phrase que mon père m'a écrite il y a longtemps. Mon père, c'est lui qui m'a réveillé à toute cette matrice politique et tout le reste. Et il me disait, « Fils, nous faisons face à un engrenage si fort et si puissant qu'un seul grain de sable sera incapable de le faire gripper. » Mais beaucoup de petits grains de sable, beaucoup de sacs et de sacs, et de sacs et de sacs de sable rendront possible l'arrêt de cet engrenage diabolique. Alors, ma mission dans ce monde, Ruben, et je crois que la tienne est aussi assez alignée, c'est de mettre plus de petits grains dans le sac. Et arrêter le système. Ma mission, c'est de détruire le système, ou du moins de ne pas le détruire. Je souhaite un nouveau système sans détruire l'existant, ce n'est pas ma motivation. Je ne veux pas la destruction pour la destruction, nous voulons construire quelque chose de meilleur. Je veux vraiment construire. Et je crois qu'en plus, tous ceux qui le veulent, vraiment, parce que je peux me tromper, tous ceux qui veulent vraiment cela. Au final, nous nous retrouverons sur ce chemin. J'espère qu'il en sera ainsi. Ruben, un plaisir les gars. Maintenant, je vais lui faire l'interview exclusive pour la communauté, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté privée. Vous savez déjà que vous avez le lien en bas dans la description. Toutes les questions que je vais lui poser viennent de ma communauté. Ce sont les vôtres. Donc vous savez, messieurs, lien dans la description. Ceux qui veulent rejoindre, le lien est là. Une forte accolade, Ruben. C'était un plaisir et merci beaucoup d'être venu. J'ai adoré l'émission d'aujourd'hui. Merci à toi. À la prochaine, messieurs. Une forte accolade.